Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Avec Jérôme Bretagne, avec Daniel Riolo, et avant d'accueillir Fred Hermel, il fallait qu'on vous lise une partie de cette lettre que vous retrouvez sur rmcsport.fr, lettre de Jean-Michel Aulas à Nasser El Khelaifi, donc suite aux déclarations récentes du président de Lyon envers le Paris Saint-Germain et ses investissements. Attention, on y va, musique. Cher Nasser, comme évoqué brièvement jeudi soir, je voulais t'adresser ce petit mot pour clarifier ma position et la perception que tu en as. Tout d'abord, j'apprécie sans aucune ambiguïté tant l'homme que le président du PSG qui réalise, certes, avec des moyens très supérieurs aux autres, des performances sportives magnifiques. Nous sommes dans une compétition à 20 clubs où seules les 2 premières places et accessoirement la 3e, mais c'est très compliqué dernièrement, peuvent accéder aux ressources très importantes de l'UEFA. J'ai pas tout pris, j'ai fait un condensé. Certains de ces clubs, comme l'Olympique Lyonnais, ont investi des centaines de millions d'euros dans la construction de stades, de camps d'entraînement, et la rentabilité de ces investissements ne peut être envisagée qu'avec la certitude de pouvoir participer aux compétitions européennes au regard des ressources qu'elles procurent. Aussi, mon cher Nasser, compte tenu de la relation capitalistique et organisationnelle du groupe BeIN, j'aurais volontiers imaginé qu'une partie de la puissance considérable de l'État du Qatar puisse participer à la revalorisation des droits de télé français, afin de démontrer que la solidarité vis-à-vis des autres clubs français s'effectue, en particulier en France où les clubs sont les plus pénalisés par la suprématie non contestable du PSG. Donc en gros, il voulait que la thune des droits de télé... non, mais il veut de la thune en fait. Non, de la même manière, dit Jean-Michel, nous aurions pu imaginer, mais c'est probablement un rêve inaccessible, qu'une partie des... Tu peux refaire ce petit bout de phrase, s'il te plaît, parce que là, je pense que c'est là que ça va être très drôle. De la même manière, nous aurions pu imaginer, mais c'est probablement un rêve inaccessible, qu'une partie des grands sponsors qataris puissent aussi, à l'instar de l'aéroport de Doha avec le Bayern, aider les clubs français dans leur course à la croissance des revenus. Je t'exprime tout cela non pas pour justifier mes prises de parole, car je sais qu'elles t'irritent, mais je ne peux occulter les réponses en regard de ma position dans les instances françaises européennes. Bref, Jean-Michel veut de la thune. Il ne met pas bise à la fin, je crois. Non, il met bien à toi, Jean-Michel. Vous la retrouvez en intégralité, en intégralité sur le site rmcsport.fr. est mythique. Et comme tu dis, il veut de la thune. Et donc, comme Jérôme l'a fait, moi aussi, puisque maintenant on va en faire un peu plus souvent, je veux lancer ce hashtag très important. Hashtag du blé pour Aulas. Je lance officiellement le hashtag du blé pour Aulas. Je vais le tweeter 10 fois. Mais cela dit, on aurait pu faire, je sais pas, une sorte d'opération piège jaune aussi. Genre Bernadette pour Aulas. Mais le hashtag du blé pour Aulas devient capital ce soir. Vraiment, après la lecture de cette lettre, absolument surréaliste. Mais alors, heureusement qu'il t'a arrêté parce que... Non, mais alors après, là, on a regardons le fond. C'est-à-dire qu'après tout, il peut tenter. Il peut tenter. C'est comme si toi, tu as un voisin milliardaire et tu lui dis ce serait quand même sympa que tu refasses la clôture, que tu regoudronnes la route. Il a fait pipi dessus et tout, puis après il lui fait une lettre. Enfin, oh là là. Il a peut-être senti qu'il y avait une tension, que ça avait créé une tension. Mais heureusement, il savait que ça allait créer une tension de toute façon. Il le savait. Donc après, là, c'est bon. Je sais pas. Il y a un PSG Lyon bientôt, non? 17 septembre. Ils vont se voir. Voilà, c'était cette lettre. Je voulais d'ici là, il aura réparé les bidons avec des plats. Le chef descendant qui va venir déjeuner à Lyon. Il l'invite à la brasserie comme de tradition. Tiens, avant un match. Juste avant. Après ce qu'il lui a mis sur la gueule, il va l'inviter. Juste avant, Desplat a dit qu'il y aurait tranquillement, il n'y a pas de problème. Avec Desplat, il peut faire le mariole. Mais enfin, que même avec Desplat, il le fait pas, parce que Desplat, il est assez costaud. Avant d'accueillir Frédéric Hermel, je voulais juste vous faire réécouter un truc. C'était tout à l'heure dans le Super Football Show avec Coach Courbis, avec Manu Petit. Un auditeur de Rennes voulait questionner Manu Petit. Et, en fait, tout à l'heure, j'ai oublié de passer ce petit extrait parce que, en fait, ça m'a un peu scotché. Voilà comment il a posé sa question. Écoute, moi j'avais une question toute simple. Je voulais savoir, parce que Manu a une grande carrière derrière lui et une grande expertise dans le football. Et je voulais qu'il me réponde pourquoi Rennes est aussi nul.
C'est un supporter de Rennes. Oui, c'est un supporter de Rennes. Non, mais ça fait jingle, ça. C'est mythique, bravo. Ouais. Je ne sais pas comment tu t'appelles, cher ami Rennais, mais c'est magnifique. Il s'appelait Guillaume. Bravo, attention, Guillaume. Messieurs, dames, il est là, jingle, Fred Hermel. Mais Manu, il n'a pas su quoi répondre. Ça a dû le scotcher, c'est très étonnant. Ah non, il a réussi, il a dit oui, je ne comprends pas dans ce club ce qui se passe, quelles en sont les raisons, comme dirait Louis. Donc du coup, il a quand même expliqué que pour lui, c'était pas si étonnant que ça. Ouais. Voilà. Ils sont vraiment à bout de force. Hein. Là-bas, ils sont au bout du rouleau, hein, les Rennais. Allez, je recommence tout de suite. Jingle Hermel. Caca, frappe de derrière. Tu penses trop. Caca, tu es nul. Caca, tu es nul. Salut Fredo. Oh la Kikos. Salut Fredo. Alors Fred, tu voulais ce soir, puisque à 23h, tous les soirs sans match dans l'after, les drôles de l'âme sont là, ce soir c'est toi, alors qu'on voit sur BFM Sport une photo somptueuse de toi dans un cuir noir digne du Quai des Orfèvres. Non, bon, quoi, vas-y, je vais me taire, je sais pas d'où il sortait là. Mais... Ah mais il est magnifique, comme d'habitude. Ah oui, non mais j'ai pas dit le contraire. Je crois que c'était une soirée au donjon à Arras. Ah, c'est possible. Tu veux dire la boîte qui est en face du Fucking Boo Boy où il a ensuite terminé? Mais bon, plus dans le 9e, je pense. Des soirées dans le 9e. Tu voulais nous parler de Valence ce soir. Et pourquoi Valence, qui était quand même au fond du gouffre il y a quelques mois, hein? Ouais, parce que ça va mieux. Parce que, rappelez-vous, l'an dernier, c'était une catastrophe avec tous ces entraîneurs qui se sont succédés, avec notamment Neville, qui était une catastrophe qui a duré 2 mois, avec finalement l'un des directeurs du football qui s'appelait Evoro, Salvador González, qui avait pris les choses en main, etc. C'est un peu le pompier de service qui est toujours au club, et dès qu'on vire un entraîneur, il est là pour assurer l'intérim. Et là, on a quand même l'impression qu'un certain ménage a été fait à Valence, qu'on laisse travailler des gens de haut niveau. Peter Lim, le propriétaire de Singapour, a mis à la tête de ce club Matteo Alemany comme directeur général. Matteo Alemany, c'était l'ancien président de Majorque. C'est quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très bien, quelqu'un qui a de... Tu veux dire que Peter Lim a enfin trouvé les bonnes personnes? Bah oui, c'est-à-dire que voilà, au moins avant, parce qu'il a un peu tâtonné avant, c'était un peu n'importe quoi. Hein. Oui, c'était Lei Hong. Lei Hong, qui était une dame de Singapour, qui était une de ses proches, qui parlait à peine espagnol, était la présidente de Valence. Enfin, c'était un peu ridicule. Là, le boss, c'est Matteo Alemany. Et puis, il a choisi un entraîneur. Comment tu dis qu'elle s'appelait? Mademoiselle Chang. Ah, pardon. Ouais, je t'en prie, t'es au-dessus de ça quand même. C'était une petite référence. Si t'as pas compris, c'est pas grave. Mais si, Mademoiselle Chang, oui, je sais, Michel Berger, tout ça. Mais bon. Et tout ça pour dire qu'il y a enfin un entraîneur qui a une vraie autorité. C'est Marcelino Garcia Toral, vous vous souvenez, ancien entraîneur de Villarreal. Très bon entraîneur, une personnalité très particulière. On peut pas dire que ce soit un mec très sympa, mais il fallait un patron. Il y a un patron, un directeur général, il y a un autre patron dans le vestiaire. Il a commencé par, même avant son arrivée, faire une liste des gens qui ne volaient plus. Et celui qui ne volait plus, c'était avant tout Diego Alves, extraordinaire gardien. Mais on va dire peut-être quelqu'un qui, au sein du vestiaire, n'était pas forcément la personne la plus... la plus corpo, la plus facile à gérer pour un entraîneur. Donc Alves a été transféré pour 3 millions à Flamengo, au Brésil, au club de Flamengo. Et voilà, et petit à petit, il a réussi à monter une équipe. Ils ont quand même fait venir Kondogbia, avec qui j'ai eu l'occasion de parler l'autre jour à la suite du match contre... Il paraît qu'il est bien, il avait envie de venir, il a envie de rejouer au foot après une saison terrible. Ouais, j'ai dîné avec son agent, il se trouve que c'est un ami d'un ami, j'ai dîné avec l'agent la semaine dernière, et il avait vraiment envie de revenir en Espagne, parce qu'il avait eu une période où il avait beaucoup aimé Séville. C'est vrai qu'il s'est intégré très très vite à Valence, il connaissait la Liga. Première victoire de Valence 1-0 contre la Palmas la première journée. Ils auraient pu gagner à Bernabéu, ils font 2-2, mais enfin ils mènent à 2-1, grâce notamment à un but de Kondogbia, le deuxième but des Valenciens. Ouais, et puis l'égalisation donnée, l'erreur du gardien sur le coup franc de Asensio. Oui, il est beau aussi quand même. C'est vrai qu'il se passe pas très bien, mais enfin le coup franc d'Asensio est pas mal non plus. Donc on a une équipe de Valence qui était un peu perdue pour la cause, perdue pour ce qu'on aime
en Liga, c'est-à-dire qu'on veut quand même des clubs comme Valence qui sont des clubs historiques qui titillent les deux mastodontes. Ouais, parce qu'au fond, une fois que tu nous fais cette petite présentation, tu as envie de nous dire quoi? Que Valence, cette année, comme ils l'ont pu le faire dans le passé, existait réellement? Ils ont quand même gagné la Liga il y a 8 ans. C'est une équipe qui a joué 2 finales de Ligue des Champions quand même. Faut pas ils ont toutes perdu. Enfin, ils ont fait 2 finales de Ligue des Champions contre le Real et contre le Bayern. Contre le Real, rappelez-vous. Oui, ça date un peu quand même cette affaire-là. Oui, mais Valence, c'est pas n'importe qui. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de... En France, combien d'équipes ont fait 2 finales de Ligue des Champions? Non, bien sûr. Ce que je veux savoir, moi, c'est après. En plus, il y a eu d'autres bonnes périodes avant même de remonter à 2000-2001. Voilà. Est-ce que, mais comme c'était un club un peu au bord du gouffre, avec Lim, conseillé par Mendes, Gary Neville qui vient, on se demande pourquoi. C'était vraiment n'importe quoi. Là, si tu veux dire quoi en fait? Tu veux dire que la façon dont c'est structuré, Valence peut être dans le top 5 ou un truc comme ça? Mais complètement, c'est le but. C'est-à-dire que Valence aujourd'hui est une équipe qui peut, peut-être pas pour gagner la Liga, mais en tout cas. C'est-à-dire que Mestalla peut retrouver un peu de plaisir. Et puis Mestalla, c'est toujours un stade quand même, c'est 55 000 personnes, c'est souvent plein. C'est une vraie place forte du foot en Espagne, traditionnelle. Rappelez-vous que pendant de nombreuses années, les gros matchs de la sélection espagnole se jouaient tous à Mestalla. Et puis, même pas un mot sur Gonzalo Guedes dans ton analyse de Valence, je ne comprends pas. Non, j'ai pas grand chose à dire. Non, tu verras, et puis dans 6 mois, tu n'auras pas grand chose à dire non plus. Non, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi je parle plutôt de Kondogbia, de Zaza. Pour toi, c'est une pipe, Guedes? Ah ouais. Vraiment, tu penses? Ah ouais. Je suis pas sûr. On va voir ce qu'il va donner, mais bon, c'est pas. Arrête. Oh là. Tu peux. Mais Daniel, Zaza devant, c'est bien quand même. Ah oui. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont Zaza. Zaza. Il a marqué le but l'autre jour contre Las Palmas. Kondogbia au milieu. Il y a ce magnifique latéral, José Gaia. Gaia, c'est un phénomène. C'est un très bon. Voilà, il y a des choses, quoi. Et puis surtout, il y a un vrai entraîneur, il y a un vrai patron. Et dans le foot, je suis désolé, il faut d'autorité. Il faut de la hiérarchie. Les clubs où ça tire dans tous les sens. Et à partir du moment, alors je vais pas dire que Capdenour a été viré parce qu'il n'était pas parce qu'il était un faiseur de troubles dans le vestiaire, c'est pas du tout le cas. C'était le cas d'Alves, mais voilà, Capdenour, a priori le nouvel entraîneur Marcelo ne comptait pas vraiment sur lui, il est parti à Marseille, etc. C'est peut-être dommage, mais bon, en tout cas, je trouve que cette équipe de Valence a la fière allure. Et moi, le match que j'ai vu l'autre jour à Bernabéu, c'est une équipe qui est pas forcément brillantissime, mais qui est au niveau organisation hyper dur à jouer. Alors, avec Parejo aussi au milieu de terrain, qui est un très bon joueur. Il est encore là, le capitaine. Ouais, capitaine qui a failli aller au Barça. Ils ont essayé de le recruter, mais Valence a dit non. Voilà, moi je trouve que ce Valence, on a un auditeur fidèle à Valence, spécialisé dans le transport, c'est Abdou. Mais Abdou, il va pouvoir nous parler d'Abdenour, pas que de Valence. Salut Abdou. Je pensais à lui tout à l'heure d'ailleurs quand on parlait d'Abdenour. Salut les gars. Salut Abdou, grand fidèle de l'after. Hamoud, Valencia, et je tenais 2 choses. Donc première chose, parce que justement je pense que peut-être Daniel il voulait faire référence à ça, parce qu'on a mis en place une académie qui s'appelle Symbiose Football, une académie de football, et justement je suis en partenariat avec Valencia Coupe des Football et Levante. Donc un petit salut également à le Pueblo de Montalegre qui a participé justement à notre dernier campus qui était aujourd'hui à Levante. Donc voilà, simplement pour vous dire, merci en tout cas à Fred d'avoir parlé un petit peu de Valence, parce que je pense que justement cette année, j'ai eu d'ailleurs une discussion avec Thomas Bravo et Fernando Riner, que Fred doit bien connaître, qui est un ancien joueur de Valence, sur un petit peu la... Le frère de Telly sur un petit peu la dimension que prenait le club. Pour revenir également à une chose, je voudrais revenir sur le cas donc Gaia, d'accord, on fait référence à Gaia, mais il y a 2 joueurs qui viennent d'intégrer l'équipe première, donc en l'occurrence Lato et Solaire. Solaire, il est très fort. C'est un jeune. Ouais, il est très fort. Il est très très fort. Et également un petit jeune peut-être que Fred le connaît peut-être pas encore, qui s'appelle Ferhat Golkan, qui a 16 ans. C'est une pépite. Ouais, j'ai entendu parler. Très bien son père, parce que justement je suis originaire de Dunkerque, et justement c'est des gens qui viennent du Nord, comme moi, et comme toi également Fred. Donc qui est arrivé à peu près il y a 3-4 ans ici à Valence, donc également de Dunkerque. Au centre de formation, Et au centre de formation, d'ailleurs son papa était un très très bon joueur. J'ai une grande amitié avec son père. Donc également qui devrait peut-être intégrer l'équipe première, j'espère, en l'occurrence, qui ne sera pas piqué par Milan et la Juventus, parce qu'on l'annonce également là-bas ces dernières semaines.
Mais il y a l'illusion qui est revenue à Mestalla. Donc je vous demande pas par rapport au résultat qu'on a fait contre Las Palmas, mais plus par rapport au résultat qu'on a fait à Madrid. Alors, dis-nous un mot d'Abdenour, Abdou. Abdenour, Gilbert, personnellement, et même la majorité de la directiva de Valencia, je peux dire, on est content quand même de l'avoir placé en prêt à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus du tout sa place au sein de l'équipe. C'est pas qu'il montre de la mauvaise volonté, etc. Mais je pense qu'il est trop faible techniquement pour jouer en Liga. Ça, je vous le dis honnêtement, ça c'est mon point de vue personnel. Je pense qu'il y a des joueurs. C'est un peu dur, mais c'est pas faux ce que tu dis. Ouais, et je pense que Frédéric, le faux cul de Fred. C'est un peu dur, mais c'est pas faux. Donc c'est pas dur. C'est pas dur si c'est vrai. Mais ce que je veux dire en plus, Abdenour est quand même tombé dans la pire saison de Valence. Quand tu dois t'intégrer dans un club où ça part dans tous les sens, où ça change d'entraîneur, parce que ça a été une catastrophe jour après jour la saison dernière, ça n'a pas aidé non plus à ce qu'il. Oui, ça certainement. Je veux dire, quand tu as une équipe en crise où ça part dans tous les sens, c'est pas facile de s'intégrer non plus. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas Pietrus, c'est pas Ramos. Derrière, ça a été très très dur pour lui, mais là, je pense qu'il y a un renouveau. Marcelino devait arriver l'année dernière parce qu'il était à Villarreal, et je pense que Fred a suivi un petit peu le dossier. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il était déjà inscrit comme entraîneur à la Liga. Il n'a pas pu se réinscrire dans un autre club de Liga. Donc on a dû combiner un petit peu avec des entraîneurs de seconde zone. Oui, alors on va expliquer simplement, c'est que Marcelino, pour conclure. Marcelino, au bout de 15 jours, ou au bout d'une journée, ou 15 jours avant, une semaine la première journée, a démissionné de son poste de Villarreal, où il a été poussé dehors par le président. Et en fait, en Espagne, un entraîneur ne peut pas changer de club comme ça si facilement dans un club de Liga. Donc, raison pour laquelle l'arrivée ça a été décalée d'1 an. Et c'est dommage parce que Valence a perdu 1 an. Mais là, sincèrement, et je suis content d'avoir notre auditeur, Abdou a raison, il se passe vraiment quelque chose. Et la démonstration de Valence à Bernabéu est une preuve qu'il va falloir compter avec cette équipe comme ce fut le cas avant. Ouais. Merci Abdou. Merci les gars. Fred, merci beaucoup. Si c'est possible. Une dernière chose, je lui ai laissé un petit message justement. Je suis content qu'il revienne, qu'il est en bonne santé. Je lui ai laissé un petit message. J'espère que l'After Foot viendra participer à un de nos campus, donc que ce soit la Ciudad Deportiva de Valencia ou à la Ciudad Deportiva de attends, invite-nous à boire un coup plutôt là. Boire un coup, c'est à Valence. Salut Abdou. C'est à Valence qu'il faut que tu ailles. Ah ouais, à Valence. Ah bah oui, c'est à Valence. C'est sympa Valence. Donc il veut que tu fasses l'émission là-bas, dans son académie. Compliqué, Abdou. Compliqué, on n'a pas de fréquence à Valence. Enfin, à Valence dans la Drôme, on a une fréquence, mais à Valence c'est pas ouais, puis franchement. Ouais. Très belle ville, Valence dans la Drôme d'ailleurs. Fred. J'aime beaucoup Valence en Espagne. Mais Valence dans la Drôme, c'est très sympa aussi. Après, je préfère Valence dans la Drôme à Dunkerque, quoi. Voilà. Mais pourquoi tu dis ça? Mais alors là, ça se discute. Je précise qu'on a aussi une fréquence à Dunkerque. Voilà. Il y a beaucoup d'auditeurs, je peux vous dire. Mais je rigole, c'est ça. Manchester City menace de porter plainte contre ton ami Javier Tebas. C'est pas mon ami, mais je le connais. Surnommé depuis hier soir dans l'after Porqué Tebas, pour ses propos accusant le club anglais d'essayer de falsifier les comptes. Porqué Tebas pas plutôt. Via le club de Gérone, donc Gérone qui est une filiale de City, on le rappelle. Il y a 5 joueurs de City prêtés à Gérone et Tebas explique que ces joueurs sont sous-évalués à dessein, donc il n'est pas content. Bref. La gueule, Tebas. Mais Fred nous a expliqué tout à l'heure qu'il avait fait des trucs bien quand même. Oui, alors après, et ce que je vous expliquais tout à l'heure et que je répète devant nos éditeurs de l'After. Il y a beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas là tout à l'heure à 21h30. Vas-y. Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Et le Tebas, les coups de gueule qu'il a eu, les sorties de terrain qu'il a eu là, les sorties de route, qu'il a eu contre le PSG, contre City, il a fait les mêmes en Espagne. C'est un coutumier du fait. Faut pas croire que Tebas est quelqu'un de très très apprécié. Je veux dire, il y a beaucoup de terrains, de stades en Espagne où il y a des chants de supporters contre Tebas, mais tous les week-ends, parce que il a secoué un peu le cocotier. Alors parfois c'était pas dans le bon sens, parfois c'était dans le mauvais sens. Et parfois c'était dans le bon sens, parfois c'est dans le mauvais sens. Faut pas oublier que Tebas aussi, c'est l'un des créateurs de la DNCG qui a sauvé la Liga il y a bientôt 5 ans. Que c'est lui qui a imposé, qui a réussi la mutualisation des droits de la Liga. C'est lui qui arrive à faire des bureaux de représentation de la Liga dans le monde entier, que des gens comme Carambeu, comme Roberto Carlos, comme Raoul représentent la Liga dans le monde entier. Donc voilà, c'est un très bon président pour la Liga, mais c'est quelqu'un qui adore les micros, qui adore les caméras, qui adore qu'on parle de lui. Et ses sorties de route sont
sont très connus en Espagne, et je peux même vous dire qu'il y a pas mal de gens qui se sont plaints en Espagne de ce qu'il a dit contre le PSG et contre City, en estimant que, comme d'habitude, il veut être un petit peu... Qu'en pense ton ami Florentino ? Ils sont pas très, par ailleurs a de bons rapports avec Nasser. Ils sont très amis avec Nasser. Donc quand on a accusé le Barça et le Real d'être derrière la plainte de l'UEFA, qui est le Barça, je n'en ai aucun doute. Après, les amis, moi je vais vous dire quelque chose. Le Bayern n'est jamais très loin de tout ce qu'il y a contre les nouveaux clubs. Ah oui, mais je sais, ça oui. Il n'y a pas plus conservateur d'ailleurs. Oui, voilà. On est dans une région hyper conservatrice, la Bavière, et c'est la culture de ce club, c'est le conservatisme absolu. Vous savez ce qu'on dit en Espagne, on est persuadé que les plaintes sur les sanctions qui ont concerné le Barça, l'Atlético et dans une moindre mesure le Real sur les transferts de jeunes des centres de formation, ils sont persuadés, les Espagnols, que c'est le Bayern qui est derrière tout ça, puisque le Bayern en a un peu marre de l'hégémonie des clubs espagnols en Europe. Donc attention. Et c'est ça, Fred. En fait, le fond de cette affaire et moi. Dans une très large mesure, je comprends ton ami Porquet-Tebas. Effectivement, tu fais bien de dire que ce gars-là, pour le football espagnol, a fait des choses très importantes, et notamment effectivement cette avancée sur la mutualisation des droits, que moi je comprends. Si je suis à sa place, moi aussi, je risque fort de dire comme lui que mon travail, mon idée et le but que je poursuis, c'est que le Real et le Barça soient toujours devant. Si je m'appelle Javier Tebas, je pense que je suis comme lui et que je comprends. Il taffe et c'est une affaire de boutique et de chapelle. Et je comprends ce qu'il dit. Maintenant, moi, ce que je disais, c'était que nous, en face, on avait forcément, il fallait un peu s'élever justement pour se mettre front à front et riposter. Mais moi, la façon qu'il a de vouloir défendre la Liga, qui, rappelons-le quand même, et toi tu le fais tout le temps et on peut le faire, il suffit de prendre depuis 2010, on peut même remonter un peu le nombre de Ligues des Champions, elle est à la présence des clubs espagnols en Europe. On n'est pas dans une domination, on est dans une domination écrasante. Donc, sur les 12 dernières compétitions européennes, les Espagnols en ont gagné 11. Donc ce monsieur doit aussi un peu avoir sa part du gâteau. Lui aussi a bien travaillé. Comme nous, on espère et on constate que notre directeur exécutif de la Ligue, depuis qu'il est en place, travaille beaucoup, a fait avancer plein de dossiers, et qu'on a envie de rencontrer Tebas avec Nathalie Bois de la Tour. Et voilà, donc Didier Quillot, pour le citer, lui aussi travaille, lui aussi a envie d'exister. Lui ne veut pas se laisser marcher dessus, et je trouve que c'est normal. Et s'il faut défendre ses intérêts, défendons-les. Nous, le nôtre, c'est de défendre ici le football français en objectivité, parce que moi, j'ai toujours dit que si sanction il devait y avoir, sanction sera respectée. Ce que je contestais, c'était les petits jeux politiques. Et il y en a effectivement beaucoup. Et souvent, tu as raison de le dire, le Bayern est derrière les petits jeux politiques. Ça, c'est vrai. Fredo, un dernier mot en une minute, là, si tu peux, sur Iniesta, parce qu'il faut que tu nous racontes ça. Donc, Messi n'a pas encore signé sa prolongation, et Iniesta non plus. Ça commence, le marasme barcelonais continue, là. C'est catastrophique parce que le président Bartomeu, qui est dans une opération de communication... C'est quand le vote, là ? C'est compliqué une motion de censure. Tu sais, il faut réunir un certain nombre de signatures de sociaux. Je crois qu'il faut 16 500 signatures. Je crois que c'était fait, qu'ils les avaient les signatures. Non. Après, pour obliger à ce que soit convoquée une assemblée générale exceptionnelle où il y aura un vote, et si les 2/3 des socios votent en faveur de la motion de censure, le président est obligé de démissionner. Enfin, il est viré, quoi. Donc, mais c'est compliqué. Mais Bartomeu, justement, pour éviter ça, il fait une grande politique de communication qui est pas forcément très bonne d'ailleurs. Il a fait une interview dans 2 journaux catalans, Mundo Deportivo et Sport. Dans les journaux, il annonce que c'est fait pour Iniesta. Iniesta revient du Liechtenstein où il a gagné avec l'Espagne 8-0, vous le savez. Et arrive à l'aéroport. Alors Iniesta, c'est bon, le président a dit que vous avez un accord de principe pour la prolongation. Réponse Iniesta, no. En espagnol, ça veut dire c'est dingue, ça. C'est dingue qu'avec des affaires pareilles, ce soit compliqué de le destituer. Enfin, moi, si je suis socios, je dis attends, il nous prend pour qui, lui? Il enchaîne les boulots, il enchaîne les boulettes. C'est un couscous royal à lui tout seul, quoi. La motion de censure, je comprends même pas qu'elle soit pas encore signée. Mais attends, il y a des règles à suivre et ça se fait pas. Par exemple, une motion de censure dans un parlement, c'est exactement le même système. Ça se fait pas en 2 jours quand même. Ça prend un certain temps. Le dernier président
président qui a échappé à une motion de censure, il s'appelait Laporta, juste après que un certain José Mourinho les ait plaqués à la dernière minute alors qu'il allait signer. Et puis finalement, pour se sauver, il avait fait monter l'entraîneur de l'équipe B, un certain Pep Guardiola. Comme quoi la vie. Il a sauvé une motion de censure et le plus beau Barça de l'histoire et l'une des meilleures équipes de l'histoire du football est né suite à une motion de censure avortée, quoi. Donc a priori ça va être un peu plus compliqué pour Bartomeu de s'en sortir, parce que le problème c'est que le fond du problème c'est que tout le monde, a priori au sein du club, beaucoup de gens savaient pour Neymar que le PSG dès le mois de mai avait un accord avec Neymar mais que le Barça n'a pas su anticiper le départ de Neymar. Ils n'ont pas cru que ça allait se faire. Ils étaient persuadés que Neymar et son père allaient tenir leur parole, et ils se sont fait avoir comme des bleus. Donc on peut pas diriger un club comme le Barça quand on n'est pas capable de gérer une situation de crise comme celle-ci. Et là, avec le capitaine, avec une icône de la formation à la barcelonaise comme Iniesta, ce qu'ils font est lamentable, et ça risque là aussi de se finir très très mal. Et oui, par la démission sûrement peut-être du président. Mais attention, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais il faut bien séparer ce qui est la prolongation d'Iniesta, qui est due au manque de professionnalisme des dirigeants, au retard de l'annonce de la prolongation de Messi, parce que là je pense que le fait que maintenant Neymar gagne plus que Messi parce qu'il est au PSG, peut-être que papa Jorge Messi a demandé une petite rallonge. Merci Fredo. Adios chicos. Ciao, à très vite. Le foot espagnol reprend aussi ce week-end évidemment. Leganés, club surprise, joue demain. Avec Claudio Bourg. Je peux dire un petit mot là-dessus? Oui, t'aimes bien Leganés, je crois. Hein. Non, Leganés Retafe, c'est un grand derby, normalement, de Segunda B, de 3e division. C'est-à-dire c'est le grand derby des quartiers populaires du Sud, ce qu'on appelle la ceinture rouge, la ceinture ouvrière de Madrid. Et c'est des clubs qui historiquement étaient de grands rivaux en 3e division. Et aujourd'hui ils sont en première division tous les deux. Leganés qui s'est maintenu après un an en première division, et Retafe qui vient de remonter. On va regarder ça. Mais non, mais c'est rigolo, quoi. En tout cas, ça va être très animé. Merci Fredo, bonne soirée. Adios. À tout de suite dans l'after avec l'after story et puis les infos du jour que je n'ai pas encore eu le temps de vous donner. Il y en a quelques-unes, notamment on va parler de Lille et de Mercato.